Donc David a fait sa thèse et un petit peu de postdoc à mesure, et là il est en postdoc à Oxford, mais voilà, mais il présente quand même les travaux qu'il a fait quand il était, enfin qu'il a fait avec nous dans la suite de ce qu'il a fait à mesure. Et donc, bon, il a fait beaucoup de choses, David, mais notamment, il nous a fait une thèse, un peu une thèse Covid. Donc, il a beaucoup travaillé pendant sa thèse et son postdoc là, sur les mesures de contrôle de Covid dans l'hôpital. Et là, c'est un peu la suite. Donc, c'est maintenant euh, qu'on est plutôt sur la fin. Dans quelle mesure on peut désescalader les mesures Covid et quelles sont les conséquences de ça. Et je pense que je vais te laisser. Voilà, c'est un projet qui est aussi en collaboration avec des gens en Suisse et je pense que David racontera ça mieux que moi. Voilà. Merci Laura et bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Donc oui, comme disait Laura, en fait, ce projet c'est issu d'un appel avec des collaborateurs à Genève qui étaient censés éventuellement désescalader les mesures de contrôle au sein de leur hôpital, les mesures de contrôle Covid. Mais justement, ils étaient un peu peureux parce qu'ils ne savaient pas les conséquences. Et donc, ils nous ont sollicité pour répondre un peu à cette question. Quel impact de désescalader les mesures de contrôle, sachant qu'on n'est pas sûr ni du niveau d'immunité dans la population, ni forcément de la sévérité d'un nouveau variant qui arrive pour une population vulnérable. Et donc, on a utilisé un modèle que je vais présenter là tout de suite. Mais pour commencer avec un peu de contexte, bien sûr, les challenges liés à la pandémie ont beaucoup évolué depuis 2020. Alors qu'au début de la pandémie, c'était surtout incompréhension des caractéristiques épidémiologiques du virus, un manque de ressources en termes de mesures IPC, en termes de tests, etc. Alors que bien sûr, plus tard dans la pandémie, l'enjeu a beaucoup évolué. Il y a des variants avec des caractéristiques peu compris. Il y a un niveau d'immunité très hétérogène et tout autant hétérologue dans les populations. Aussi, les mesures qu'on a mises en place, surtout dans les hôpitaux, ont quand même un grand fardeau économique et aussi un fardeau sur la charge de travail des soignants. Et donc là, il y a des vraies questions médico-économiques sur l'optimisation de la mise en place de mesures de contrôle avec ses bénéfices et ses coûts. Donc voilà, il y a plusieurs types de coûts auxquels les patients sont confrontés, par exemple en termes de quand il y a des lockdowns ou des mesures semblables, l'isolation, le soin qui peut être compromis, etc. Pour les soignants, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de charges de travail éventuellement, aussi discomfort, et aussi bien sûr des coûts économiques. Et donc, pour optimiser ces trade-offs, il faut prendre en compte le vrai impact épidémiologique par exemple, désescalader les mesures dans un hôpital. Et on peut concevoir que c'est probable que la désescalade soit net positive s'il y a peu d'impact épidémiologique, peu de cas supplémentaires, notamment des cas graves qui en résultent, ou inversement, c'est un énorme pic épidémique suite à l'enlèvement de ces mesures. Et donc, on peut penser un peu à ce type de outcome. Donc, ce serait quoi le nombre de excess infections si on poursuit une désescalade et de ces infections d'excès, c'est quelle proportion, quel nombre de personnes qui vont vraiment devenir malades et éventuellement disparaître. Et notamment, dans une revue récente, c'est souligné qu'il y a en fait très peu de clinical trials, par exemple, qui explorent en fait l'impact de non seulement escalader, mais aussi désescalader les mesures de contrôle dans les centres de soins. Donc, dans ce evidence vacuum, dans ce manque de preuves, d'évidence des études cliniques, qu'est-ce qu'on peut apercevoir de la modélisation? Donc ça, c'est juste un modèle très simple, juste illustratif pour montrer que, bien sûr, quand on met en place
une désescalade de mesure, forcément, on augmente la probabilité d'un outbreak. Donc, si ρ ici, sur l'axe X, est un degré de désescalade, le plus que ça augmente, le plus que le nombre reproductif d'un pathogène quelconque augmente aussi. Et quand ce nombre reproductif dépasse 1, forcément, c'est là où l'épidémie déclenche et les patients deviennent infectés. Mais bien sûr, l'impact de désescalade va au-delà de juste les infections et aussi la mortalité des cas graves qui en résultent, qui dépend aussi de la proportion de susceptibilité à l'infection dans la population et aussi la sévérité. Et maintenant, on est dans une situation où quand un nouveau variant arrive, on ne sait pas forcément où se placer dans ce graphe. Donc, par exemple, on peut imaginer que le virus index de Wuhan était plutôt vers ici parce que, a priori, à peu près 100% de la population était susceptible à l'infection et le case fatality rate était tout autant très élevé. Plus tard, avec des variants tels Delta, on sait qu'il y avait, à cause de l'immunité du vaccin, une réduction dans le case fatality rate et moins de gens susceptibles. Omicron, encore, c'était encore moins létal, mais la population était plus susceptible. Donc, comprendre les conséquences sur mortalité excès, ce n'est pas forcément donné. Et surtout pour les variants futurs, ceux qui sont là actuellement et qui arrivent, c'est important de comprendre où les placer sur ce genre de graphique. Donc, pour essayer de répondre un peu à cette question de quel impact épidémiologique des escalades, on a commencé en simulant des outbreaks de COVID en utilisant un modèle individu centré qui est calibré sur des données de contact, des données très fines que je vais présenter tout à l'heure. Ensuite, il y avait une évaluation de ces mesures de contrôle avec des counterfactual scenarios, avec où sont les interventions. Et ensuite, on a estimé le risque excès lié à la COVID suite à cette désescalade. Donc, tout d'abord, là, il s'agit d'un modèle bien avancé, originalement développé par Audrey Duval, qui a fait sa thèse aussi à mesure avec Laura. Un modèle qui recrée la démographie d'un hôpital de réhabilitation dans le nord de France, à Berck-sur-Mer. Un modèle qui simule les réseaux de contact dynamiques de tous les patients et tous les soignants dans cet hôpital et qui ensuite simule la transmission des pathogènes selon ces réseaux de contact. Donc ça, c'est juste un graphique qui illustre les 5 services de cet hôpital où les petits ronds rouges sont les patients, les petits triangles sont les membres du personnel, soit en bleu les soignants, soit en gris les autres staffs. Et ça, c'est juste un snapshot sur 24 heures du réseau de contact de ces personnes-là. Donc ensuite, on a mis à jour ce modèle qu'on a déjà utilisé plusieurs fois pendant ma thèse et pour d'autres travaux pour étudier les mesures de contrôle COVID. Donc là, on a un peu mis à jour pour ce contexte précis. On suppose qu'il y a à la base des mesures quand même depuis la pandémie qui vont rester en place. Donc ça, c'est l'hygiène des mains bien avancée. Le testing pour les patients symptomatiques, on suppose que 50% se font tester avec PCR encore, alors que pour les staffs, on suppose en politique de tests antigéniques à la maison avec une sensibilité diagnostique réduite. On suppose aussi que dès qu'il y a un cas positif, il y a quand même des conséquences. Donc, pour un patient qui est diagnostiqué avec COVID, on enlève ses contacts avec d'autres patients, mais on garde le contact avec les soignants en supposant que ça, c'est des interactions liées aux soins. Et pour les staffs, on suppose que les staffs diagnostiqués avec le COVID restent à la maison et sont remplacés temporairement avec d'autres staffs dans leur communauté. Alors, voici les autres mesures qu'on a prises en compte pour désescalader. Donc, ça, c'est les masques universels pour les patients et les soignants. Et aussi le room isolation. Donc, ça, c'est parce qu'en fait, dans cet hôpital, c'est surtout des chambres doubles. C'est aussi un hôpital particulier parce qu'il y a beaucoup de contacts patient-patient et des activités sociales, etc. Parce que ce n'est pas un hôpital de soins aigus, c'est vraiment de réhabilitation. Et donc, pour éviter la transmission dans ce genre de contexte, une intervention possible, c'est de séparer des patients dans des chambres doubles
que ce soit avec des rideaux cliniques ou d'autres mesures. Et là, ça nous laisse avec 4 scénarios. Donc, le scénario de base où il y a toutes les mesures. Scénario 1 où on enlève les masques. 2, on enlève la distanciation sociale. Et 3e où on enlève les deux. Donc, ça, c'est juste un exemple de les conséquences des escalades en fonction de la proportion de la population qui est susceptible à l'infection. Donc ici, c'est le nombre reproductif du premier cas de l'outbreak sur l'axe Y. Et on voit que pour les mesures de baseline, même si toute la population est susceptible, ces mesures sont quand même très efficaces pour éviter un outbreak. Si on enlève soit les masques, soit la distanciation, les outbreaks deviennent probables, le nombre reproductif est supérieur à 1, quand au moins 80% de la population est susceptible. Mais quand on enlève les deux, en fait, il y a un énorme impact. Et même quand il y a juste 1% qui est susceptible, les épidémies deviennent plus probables. Et parce que ça, c'est le nombre reproductif et l'impact de ça sur le nombre de cas où l'incidence est exponentielle. On voit que l'incidence des infections chez les patients, ici, en termes de nombre d'infections sur 1000 patient days, est très, très élevé quand on enlève à la fois le masque et la distanciation, alors que les épidémies, même s'ils deviennent possibles, restent plutôt petits quand on enlève soit l'un, soit l'autre. Donc ensuite, on voulait prendre en compte l'évolution de la sévérité du Covid au fur et à mesure de la pandémie. Et pour ça, on a pris des estimations du case fatality rate pour les outbreaks nosocomiaux issus des systematic reviews disponibles dans la littérature. Donc ici, il y a un premier pour la première vague, justement, où on voit que pour les outbreaks qui commencent entre mars et avril 2020, le case fatality rate est entre à peu près 10% et jusqu'à 50% au maximum. Et la taille des ronds et le nombre de cas dans l'outbreak. Et la position sur l'axe X, c'est la date du premier cas détecté. Et ensuite, ces mêmes auteurs ont publié un deuxième revue systématique pour le case fatality rate dans l'ère post-vaccin, il appelle ça, donc pour les variants qui ont suivi. Et on voit bien sûr une forte diminution du case fatality rate. Et donc, quand on combine ces estimations de case fatality rate avec les estimations des cas excès suite aux désescalades, on peut produire des résultats comme ci. Donc ça, c'est pour chaque outbreak dans la première vague sur l'axe Y. Et en fonction de la proportion de la population qui est susceptible à l'infection, on a une estimation des létalités excès suite à des escalades. Donc, pour une situation comme en 2020, donc là, c'est si on conçoit un variant qui arrive, qui est où il y a très peu d'immunité dans la population contre l'infection et des maladies très sévères, ça varie entre à peu près 2 et 10 excess deaths si on met en place dans ce contexte des escalades. Alors que si les caractéristiques du variant actuel sont plus semblables aux variants précédents, type alpha, gamma, delta, etc., on voit que bien sûr, il y a beaucoup moins de excess deaths dans ce contexte, et surtout s'il y a quand même un peu d'immunité dans la population à ce stade-là. Donc, ce qu'on montre, c'est que la désescalade simultanée de plusieurs mesures de contrôle en même temps déclenche une croissance exponentielle dans le risque de transmission dans ce contexte. Et ça, c'est cohérent avec la théorie de, je ne sais pas si vous dites de Gruyère ou quoi, mais on dit Swiss cheese theory of infection control. Et quand on applique des case fatality rates de la première vague, et dans une population très susceptible, il y a quand même des énormes conséquences de ces désescalades dans cet hôpital, entre 2 et 10 excess deaths pour 1000 patient days. Et pour mettre ça en contexte, il y a à peu près 200 lits dans cet hôpital.
Donc, ça, c'est entre 2 à 10 en 5 jours, à peu près. Après, si le case fatality rate est plus cohérent avec l'ère post-vaccin, et il y a quand même un peu d'immunité dans la population, donc ça, c'est plus ou moins la situation actuelle, mais bien sûr, ça évolue finement au fur et à mesure. Mais il y a quand même moins de 1 excess death dans ce contexte. Donc, on peut dire que les risques de cette désescalade est moins important. Alors, pour quelques perspectives, donc on était quand même limité avec des données disponibles, donc il n'y a pas des données sur les outbreaks depuis les variants Omicron. Mais quand même, on montre que pour les variants qui ressemblent à Alpha ou à Delta, avec un niveau d'immunité moins modéré, le risque excès est quand même atténué. Et ces résultats peuvent être utiles pour la prise de décision dans l'avenir pour des contextes d'escalade, désescalade, s'il y a une compréhension de la sévérité du variant actuel et du niveau d'immunité dans la population. Ceci dit, il y a quand même une grande nécessité de s'orienter plus vers une escalade, désescalade plus dynamique et moins des décisions très verticales qui sont mises en place partout et peut-être pour trop longtemps. Dans un avenir un peu plus optimisé, ce serait possible de se rendre compte qu'il y a un variant qui arrive, que la population est peu protégée et donc temporairement, il y a besoin de mettre en place des mesures de contrôle accentuées qui peuvent ensuite être désescaladées dès que le risque diminue. Donc, il y a plusieurs limitations à souligner quand même dans ce travail. C'est quand même un hôpital très spécifique avec des comportements de contact très spécifiques, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment un hôpital de réhabilitation avec des activités sociales et sportives, etc. Donc, c'est pas sûr si on peut vraiment parler des hôpitaux de soins aigus avec ces résultats. Quoi d'autre? Donc, j'ai abordé vite fait que les données sont quand même limitées jusqu'à Omicron. Donc, ce serait intéressant de mettre ça à jour quand ces données deviennent disponibles. Et c'était pas possible non plus de méta-analyser les case fatality rates pendant les différentes vagues parce que les définitions des cas et le testing est très variable selon les études. Donc, c'est pas possible. Et on n'a pas non plus pris en compte des coûts monétaires qui sont même fondamentale pour la prise de décision dans un contexte de désescalade des mesures de contrôle. Donc, ce serait important de développer ça par la suite. Et un grand merci aux collaborateurs, collaboratrices, surtout Laura et Lula qui ont supervisé ce travail, et Audrey qui était derrière ce modèle individu centré qui est encore, je pense, repris par certains dans cet appel. Donc, il y a quand même une bonne legacy de ce qu'elle a pu apporter à l'unité. Donc, merci beaucoup. Et ce serait super d'avoir des questions. Normalement, on soumet semaine pro. Donc, toutes questions bienvenues. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Questions? Moi, je peux commencer éventuellement. Tu m'entends, David? Ouais, je t'entends bien, Kevin. Bonjour, merci pour la présentation, parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler de ces résultats, mais on ne les a pas vus en détail, donc moi je suis très content de les voir. Je voulais savoir, dans tes chiffres de case fatality ratio, est-ce que c'est ceux qui ne sont calculés que chez les symptomatiques, ou tu as aussi quelque part un branchement du modèle avec symptomatique, asymptomatique? Justement, donc c'est ce que j'essaie rapidement là d'aborder. La raison pour laquelle on ne pouvait pas faire une méta-analyse sur ces résultats, c'est parce qu'il y a justement beaucoup de variations dans les données. Ou possible, je pense que c'était quand même la majorité des études qui ne testaient pas que les symptomatiques, mais quand ils se rendaient compte de après qu'il y a quand même une politique de dépistage systématique au sein des patients. Mais souvent, c'est des outbreak reports et c'est même pas détaillé. Donc, c'est vrai que la variation qu'on voit bien ici, c'est difficile à savoir à quel point c'est une vraie variation de sévérité versus une variation de surveillance et de case ascertainment. Je ne sais pas si ça répond totalement à la... Ça répond un peu.
Mais l'autre question, c'était dans tes... Toi, tu considères, est-ce que tu as des possibilités dans ton modèle d'avoir des patients asymptomatiques sur lesquels tu n'appliques donc pas le CFR? Ah oui, pardon, justement. Donc oui, tout à fait. Donc je n'ai pas montré juste pour être un peu plus rapide, mais ça c'est le schéma du modèle. Donc c'est assez classique, SEIR à modifier avec deux taux d'infectivité paramétrés selon un systematic review de Buitrago Garcia qui a estimé que ceux qui n'ont jamais de symptômes ont 35% du risque de transmettre par rapport à ceux qui sont symptomatiques. Donc, on a ces niveaux-là. Et parmi ceux qui sont symptomatiques, il y a des cas sévères et des cas légers. Euh, et après, il y en a qui meurent en fonction, mais c'est juste ceux qui viennent de ces cas sévères. Ok, donc le CFR, c'est le IS. Il s'applique au IS. Ok, merci. Simon? Oui. Oui, merci pour la présentation. Je voulais juste tu avais dit que ça avait été fait un peu sur demande d'un hôpital suisse. Et est-ce que tu sais s'ils ont levé les mesures de contrôle depuis? Est-ce qu'ils ont eu un peu de retour d'expérience? Et même plus généralement, je sais qu'il y a quand même pas mal d'hôpitaux qui ont arrêté le port du masque généralisé dans les personnels. Est-ce qu'il y a eu un peu des... Voilà, je sais pas si, ne serait-ce qu'un retour d'expérience et même peut-être des données un petit peu plus organisées qui permettent de voir un petit peu ce qu'il en est sur le terrain en pratique. Ouais, c'est une très bonne question. Justement, malheureusement, je ne sais pas si on peut l'appeler une saisine, mais la demande de la proposition de faire ce travail était juste avant la prise de décision. Et donc, on a pu donner des résultats très préliminaires. C'était vers mars, février même du début de cette année. Et ils ont quand même enlevé les mesures, même si notre modèle estimait une énorme croissance dans le nombre d'infections. Mais ça, c'était avant que ce travail prenne en compte le CFR et la sévérité. Donc finalement, les résultats, dans un contexte début 2023, avec un variant, avec une sévérité assez modérée, auraient pu être dans leur sens, c'est-à-dire que montrer que le risque était pas si élevé que ça. D'accord. Mais voilà, donc eux, ils ont fait quand même la désescalade. Et c'est pareil, je suis pas à jour en France, en Angleterre aussi. Il y a 6-7 mois, ils ont enlevé les masques des soignants à l'hôpital. Ils ont réduit aussi la politique de dépistage. Donc j'ai l'impression aussi, je sais que c'est le cas au Canada, je pense que mondialement, c'est en cours de route, mais en même temps, il y a une vague présente actuelle. On est au courant que c'est bien développé. C'est Ouais. pour ça que ça, c'est pour ça que pour moi, la vraie suite de ce travail, c'est d'avoir simulation, étude des escalades dynamiques qui est vraiment réactive. D'accord. Ouais. Et juste une deuxième question, si j'ai encore le temps. Pour la revue systématique, j'ai vu le titre, c'est Aged Care, et je me demandais si c'était parce que c'est des taux de case fatality qui paraissent assez élevés. Je me demande si c'est pas du coup des espèces de services de convalescence de gériatrie quasiment. Enfin, je me suis demandé, et dans ma tête, quand on envoyait à la PHP les patients dans le nord, là où c'est l'hôpital où ça a été fait, il y a un peu tous les âges, non? Il y a aussi des gens d'âge moyen. Enfin, c'est pas que des sujets âgés, je sais pas. Je me demandais s'il y avait pas un petit. Euh, est-ce que. Enfin, ça me paraît très élevé, 30% dans une structure hospitalière. Donc, je me dis, est-ce que ça a été fait chez des patients particulièrement vulnérables? Et est-ce que c'est bien la population pour laquelle on a les données de contact? Ouais, Mais tout ça, à ça fait. dépend. Voilà, je connais pas bien votre terrain. Ouais. Oui, non, non, tu as tout à fait raison. C'est pas du tout la même population. Donc ici, dans l'hôpital de réhabilitation, comme tu dis, c'est à tout âge. J'ai plus en tête l'âge médiane, mais c'est pas du tout Aged Care Facility. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est quand même prendre les données de contact. Mais il y a un service gériatrie dans cet hôpital, donc dans ce service précisément, on peut dire ça. Mais donc c'est vraiment des données de contact de cet hôpital qui sont très fines, mais des estimations qui sont disponibles, qui sont justement sur des populations plus fragiles et plus élevées. Mais c'est à savoir que ce travail, c'est pas comme but de dire dans cet hôpital-ci, ce seraient les conséquences précisément. Parce que c'est une étude de modélisation, c'est prendre ces caractéristiques
diagnostic hospitalier avec ses caractéristiques épidémiologiques pour répondre à la question de désescalade plus généralement. D'accord. Mais tu as tout à fait raison que ces études-ci sont surtout des études voilà, dans des services de gériatrie, des EHPAD, ce genre de population. D'accord. Merci. Ouais, merci. Judith? Oui, merci. Du coup, est-ce que c'est possible, alors c'est très intéressant, hein, merci beaucoup, est-ce que ça serait possible de tenir compte dans ces modélisations l'adhésion aux mesures? Alors, c'est-à-dire, si on lève une, on laisse l'autre, etc., pour, d'une certaine façon, définir le mix optimal de lever. Alors, j'imagine qu'on peut, ça dépend, puisque tout dépend du niveau d'adhésion, de la régularité de ces différentes mesures. Et si on sait que certaines mesures sont plus suivies que d'autres, on peut lâcher là où c'est très difficile pour les personnes, mais donc idéalement lâcher là où voilà, on gagne en confort pour les gens, mais en même temps on garde le plus de protection. Est-ce que ce modèle-là, en théorie, pourrait être développé pour répondre à ce genre de questions? Merci. Oui, je pense, et c'est très intéressant, et je suis bien d'accord que de prendre en compte les ressources derrière ces mesures de contrôle, que ce soit des ressources financières ou je ne sais pas comment on pourrait arriver à quantifier le moral des soignants ou plusieurs quantités dynamiques derrière l'efficacité de ces mesures. C'est tout à fait possible de mettre ça dans le modèle. Après, trouver les bonnes données et trouver la bonne moyenne, enfin la bonne façon de mettre dans le modèle. Je pense que ça, c'est toute une thèse, voire plus. Oui, il y a mais des j'aime- qualités. Il y a le concept de qualité de vie hein, qui pourrait être adapté au confort au travail, ce genre de choses. Mais effectivement, c'est probablement pas quelque chose qui est très développé comme concept. Donc, Laura, hein, si jamais. Justement. D'accord, merci pour la suggestion. Mm. Ouais. Ouais, à ma connaissance, je ne suis pas au courant. Et sur ce que tu dis, Judith, je suis d'accord aussi d'explorer une espèce de panier de mesures et de faire plus un problème d'optimisation, plus que juste mettre certains et ne pas mettre d'autres, mais vraiment trouver le bon mélange qui augmente, qui optimise les bénéfices des mesures de contrôle. Ce serait très intéressant. Mais je pense que ça, c'est beaucoup comme les gens raisonnent. Alors, chacun individuellement, je ne fais pas ci parce que ça, alors j'ai pas envie de faire ça parce que d'ailleurs, j'ai fait autre chose. Alors, c'est un peu les justifications, mais je crois que les gens font l'arbitrage en réalité. Même les décideurs font quelque part un peu d'arbitrage. Peut-être, ce serait pour se rapprocher de la réalité un peu. Ouais, je suis d'accord. Merci. Laura, tu avais une main, mais elle a Oui, disparu. non, j'avais levé la main, mais c'était juste pour par rapport à la remarque de Simon tout à l'heure. Hein, effectivement, les échos qu'on a, alors moi, j'ai pas de données nationales, mais les échos qu'on a sur les hôpitaux, j'ai vu que Liam avait mis un commentaire dans la conversation disant dans mon hôpital, on a remis les masques. Et en fait, là, avec la vague récente de Covid, il y a eu de nouveau des flambées nosocomiales. Hein, voilà. Donc, oui. Il y a eu des quelques morts, quoi. Voilà. Ok. Ouais. On n'est pas content, mais on est un peu content quand même. Bon, c'est que les mesures servaient à quelque chose. Ouais. Bien. Bon, Bah, merci à tous. Je pense que je Bien. peux arrêter. Ouais. OK. C'est la deuxième présentation, du coup. C'est à mon tour. Donc, bonjour à tous. Je partage. Oui, on a aujourd'hui, pardon, j'avais mon micro coupé. Désolée. Donc, aujourd'hui, c'est le séminaire des visiteurs. On a Liam qui a aussi travaillé, alors, ça fait déjà voilà, peut-être 1-2 ans dans l'unité, mais qui reste dans les périmètres de l'unité. Aujourd'hui, Liam est à l'hôpital Cochin. Maître de conférences dans la coordination d'études cliniques. Donc, toujours évaluation de vaccins. Et donc là, Liam présente un travail qu'il a préparé avec Yusuke. Et je crois que ça a été publié dans une bonne revue il y a peu de temps. Donc, Liam, je te laisse nous expliquer.
Oui, donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Et pareil, ça fait plaisir de revenir vous voir avec un projet qui a commencé en fait il y a bien plus longtemps que ça, c'était avant la Covid, donc c'était en 2018, je crois. Donc c'est sur les algorithmes de traitement des hépatites B chroniques et une analyse en coefficacité en Gambie, en Afrique de l'Ouest, que j'ai fait avec Yusuke. Donc pour remettre un peu de contexte, donc l'hépatite B, c'est une maladie virale qui peut se chroniciser et ça touche presque 300 millions de personnes dans le monde. C'est un virus, en fait, quand il devient chronique, qui peut se compliquer de cirrhose et de cancer du foie, donc carcinome hépatocellulaire. Ce qui est compliqué avec l'hépatite B, c'est que il y a des personnes qui vont être infectées de façon chronique, mais qui vont parfaitement vivre normalement et sans complications, et d'autres qui vont développer ces complications. Et l'histoire naturelle est en fait complexe et pas totalement résolue. Et c'est dans ce cadre en fait qu'il y a des critères pour essayer de le caractériser. Et ceux qui sont le plus fréquemment cités, c'est ceux de l'ISEL, donc c'est la Société savante européenne qui définit l'histoire naturelle en fonction de la positivité de l'antigène HBE pour enveloppe. Donc il y a des gens qui sont HBE positifs et HBE négatifs, et des gens qui ont des niveaux d'inflammation. C'est-à-dire que des personnes vont être infectées, vont avoir une vraie inflammation du foie, donc une hépatite, ou juste être infectées mais sans réaction inflammatoire. Donc ce qui arrive un peu à quatre états de santé que je vais utiliser pour ma modélisation, c'est pour ça que je l'introduis là. Donc des gens qui ont une infection ou une hépatite et des gens qui sont HBE positifs et HBE négatifs. Actuellement, pour l'hépatite B, il y a un traitement qui marche bien, qui est le tenofovir, qui a été utilisé initialement dans l'infection par le VIH et qui est utilisé dans l'hépatite B. Il est efficace pour réduire la fibrose et donc les conséquences de la fibrose qui sont la stérose et les carcinomes hépatocellulaires. Mais malheureusement, en fait, l'hépatite B en lui-même est un virus oncogène, donc il y a des personnes qui développent le cancer du foie sans avoir forcément de la fibrose ou une inflammation active. Donc c'est un traitement qui a peu d'effets secondaires, mais qui doit être pris à vie. Et donc dans ce contexte d'une maladie chronique fréquente avec des risques de complications et avec un traitement efficace, l'OMS a défini des objectifs ambitieux pour 2030, qui est de diagnostiquer 90% des personnes infectées par le VHB et de traiter 80% des personnes éligibles au traitement. Alors, qui sont ces personnes éligibles? Donc je vous ai parlé de l'ISEL, donc les critères européens, mais aussi l'OMS, qui définissent différents critères pour définir l'éligibilité, qui se basent sur la charge virale par PCR et l'estimation de l'inflammation et de la fibrose par des techniques non invasives qu'on appelle le fibroscan, qui est une sorte d'échographie qui est optimisée pour le foie, et un peu l'âge. Ces problèmes, c'est que ces critères ne sont pas parfaits. Donc, l'ISEL ou l'OMS, des personnes vont être définies comme éligibles au traitement, ou pas éligibles, et parmi les non éligibles, ils vont quand même développer un carcinome hépatocellulaire. Et en ce qui concerne l'accès à la PCR fibroscan, ils ne sont pas forcément disponibles dans les pays à ressources limitées qui ont malheureusement aussi le plus fort fardeau de la maladie. Et dans ce contexte, d'essayer de trouver quels étaient les meilleurs critères d'éligibilité pour améliorer l'accès au traitement à ceux qui en ont besoin. Yusuke avait, sur une cohorte en Gambie, développé un score simplifié qui s'appelle TRITB, qui est basé sur les ALAT. Donc, c'est une donnée biochimique de routine que l'on fait sur une simple prise de sang et la sérologie HBE. C'est une bonne sensibilité, une bonne spécificité, j'en parle un peu plus tard. Et d'un autre côté, de plus en plus de personnes défendent une stratégie de traitement universel, un peu calquée sur le VIH, qui dit dès qu'on sait qu'on est hépatite B chronique, il faut traiter tout le monde. Comme ça, on est sûr de ne manquer personne et on maximise les chances de prévenir des complications. Donc traiter tout le monde, ça a un certain coût. Et ces mêmes coûts efficaces, il y a des études de modélisation qui ont été faites qui le montrent, mais elles ont été faites dans les pays développés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Arabie saoudite. Donc l'objectif de ce travail, c'était d'évaluer l'efficacité, le coût-efficacité
l'impact budgétaire de 3 algorithmes différents pour initier un traitement antiviral. Donc le treat all, c'est donc le traitement universel, treat-B, l'algorithme simplifié, et EASL, qui est considéré comme le gold standard. Donc ces 3 stratégies sont comparées au standard de soins dans Gambie, qui est celui de l'OMS, dans une population porteur chronique de l'HBS, donc hépatite B chronique en Gambie. Donc le contexte, la Gambie, c'est un petit pays de 2,5 millions d'habitants qui est entouré par le Sénégal, qui est vraiment avec des ressources limitées parce que le PIB par habitant, c'est de 704 dollars en 2020, avec une prévalence de l'infection chronique par le VHB qui est de 8,8 chez les adultes. Et dans ce pays, en fait, a été mise en place une cohorte coordonnée par Maud Lemoine, qui travaille à Imperial College, chez qui Yuski a travaillé. Avec des cliniques MRC, ils ont fait une étude de cohorte qui ont permis de suivre, de mieux connaître l'histoire naturelle de l'infection chronique par le VHB. Et donc, on a donc à disposition des données longitudinales de 804 adultes. Donc, le modèle que l'on a construit, c'est une microsimulation, donc un Markov, on va dire à l'échelle individuelle, avec des probabilités déterministes de l'histoire naturelle de l'hépatite B chronique. C'est une cohorte fermée de jeunes adultes affectés à l'âge de 20 ans, avec un cycle temporel annuel et un horizon temporel en vie entière, donc jusqu'à ce que toute la cohorte est décédée, en gros. Il y a 9 états de santé, donc les 4 que je vous ai décrits au départ, plus la cirrhose, le cancer, et en fonction aussi du fait que les patients sont éligibles ou pas éligibles, une zone grise parce qu'en fait, comme je vous ai dit, les critères ne sont pas parfaits entre l'histoire naturelle et l'éligibilité. Donc, ce sont des états de santé qui décrivent l'histoire naturelle du VHB. Et à chaque année, les personnes, donc les individus du modèle, vont avoir recours à des consultations médicales pour évaluer leur état de santé. Si les gens ne sont pas sous traitement, est-ce qu'ils sont à ce moment-là éligibles au traitement? Et s'ils sont sous traitement, est-ce qu'il y a des complications? Et il y a aussi des visites de suivi. Je vous ai juste détaillé ici un peu un module qui est sur ces consultations médicales, où pour chaque état de santé, il y a une mortalité qui est associée, on va dire, au pays. Donc, c'est le table de mortalité de la World Population, donc des données globales. Et ceux qui sont vivants vont être classés pour éligibles et non éligibles, parce que, comme je vous l'ai dit, EASL est le gold standard. Et en fonction de ça, ils vont être traités ou pas traités, en fonction de la performance de l'algorithme. Donc, c'est, comme vous l'avez compris, les gens qui sont traités et qui sont éligibles, donc c'est la branche du tout en haut, ça correspond à la sensibilité. Et tout en bas, ceux qui sont non traités, qui sont non éligibles, ça correspond à la spécificité de l'algorithme en question. Donc, les paramètres que l'on utilise, il y a des données d'histoire naturelle, de transition entre les différents états de santé, et ça, ils viennent de données internationales. Mais on va utiliser les données Prolifica, donc de Gambie, pour la répartition des états de santé à l'initialisation du modèle. De même qu'on va utiliser les données de Prolifica pour tester les performances des algorithmes. En ce qui concerne ensuite l'efficacité du traitement, il y a une efficacité sur l'observance et le fait de diminuer le risque de cirrhose compensée. Et HCC, c'est CHC, c'est le cancer du foie. Les outcomes, donc les critères de jugement, les paramètres de sortie, c'est les DALI, donc c'est une mesure du fardeau de la maladie. On utilise une deuxième mesure qui est les années de vie sauvées, Years of Life Saved en anglais. Donc on a des coûts et on va ensuite combiner l'efficacité et coût pour faire des analyses en coût-efficacité. Donc c'est un tableau un peu dense, mais juste pour vous expliquer un peu comment les performances de l'algorithme ont été définies. Donc vous avez chaque ligne qui correspond à un état de santé. Donc comme je l'ai dit, il y a l'infection et il y a l'hépatite HBE positif, HPE négatif. Donc ça, c'est chaque ligne. Et on sait que les performances du test changent en fonction de l'âge. Et en chaque colonne, la première colonne, c'est la prévalence au départ des états de santé. La deuxième colonne, c'est les proportions de patients éligibles à EASL, comme je dis, qui est conseillé comme le gold standard. Et ensuite, vous avez les 3 autres algorithmes qu'on va tester dans le modèle. Et pour vous donner un exemple,
Lorsqu'on regarde donc l'état de santé qui est les personnes infectées avec une HBO négative qui consiste à la majorité des personnes, donc 69,6% au départ, personne n'est éligible. Et lorsqu'on a par exemple sur le critère de l'OMS une spécificité à 100%, ça veut dire qu'en fait ils vont être bien traités, ils vont bien ne pas être traités, ils vont être identifiés comme non éligibles et pas être traités. Mais par contre, lorsqu'on regarde la dernière colonne, donc le traitement universel, en fait, on a une sensibilité, dans le modèle, j'ai mis une sensibilité de 100% et une spécificité de 0%, de telle sorte que tout le monde est traité. D'accord? Et lorsque, par exemple, on regarde cette zone grise, qui sont les personnes infectées HBV négatives, mais dont les critères en fait, biologiques ne permettent pas de définir s'ils ont une infection ou une inflammation. Vous voyez que dans l'OMS ou TreatB, eux, ils ont une spécificité de 100%, d'accord, tandis que TreatAll, j'ai mis comme une certaine une spécificité de 0%, c'est-à-dire qu'ils vont être systématiquement traités. Juste un petit mot sur le DALY, donc c'est Disability Adjusted Life Years, où c'est en français, c'est année de vie ajustée à l'incapacité, qui est maintenant calculée selon 2 composantes. Donc, il y a Life State Disability, donc c'est des années de vécu avec un handicap. Et ce handicap, en fait, est pondéré, où on a en gros 0, c'est. Il ne faut pas que je me trompe. 0, c'est un handicap où on est. Excusez-moi. 1, c'est le pire, donc on est décédé. Et 0, c'est aucun handicap. D'accord ? Et donc, c'est la différence avec les QALY, qu'on additionne avec les années de vie perdues qui sont calculées en fonction de l'espérance de vie du pays. Donc, c'est un critère composite qui prend en compte donc, les années de vie perdues et les années de vie avec un handicap. En ce qui concerne les coûts, on les a divisés en 3. Des coûts initiaux qui sont par exemple l'achat de matériel, la formation du personnel. Des coûts fixes qui sont les coûts récurrents comme les coûts de maintenance, des coûts des salaires, par exemple, des personnels de santé, et enfin des coûts variables qui changent en fonction du recours, par exemple, à l'hospitalisation ou des consultations. Je vous ai mis sur la droite un tableau qui résume le calcul des coûts variables ambulatoires pour vous donner un peu une idée des différentes postes de dépenses. Ce sont des données qui ont été donc recueillies auprès des cliniques MRC qui travaillent au sein de l'hôpital national, donc c'est des coûts nationaux. Pour l'analyse coût-efficacité, un rappel pour dire qu'en fait c'est une analyse incrémentale où on va comparer 2 stratégies. Et si on considère 2 stratégies 1 et 2 avec des coûts C1 et C2, une efficacité E1 et E2, on va calculer donc en anglais l'ICER, qui est le coût supplémentaire, donc C2 moins C1, sur l'efficacité supplémentaire. Désolé pour la typo. Et en gros, l'unité de l'ICER, ça va être des unités monétaires, donc par exemple des dollars, sur le critère d'efficacité sur des DALY ou des années de vie sauvées. Donc ça va vous donner combien coûte une année de vie sauvée en plus, ou combien coûte une année sans handicap, sans incapacité. Il y a beaucoup de seuils de rentabilité par exemple, rentabilité de seuils de coût-efficacité pour savoir si l'année est coût-efficace ou pas. Et on a choisi comme un critère qui va être conservateur, qui est 0,5 fois le PIB par habitant, donc 352 dollars. On va faire des analyses sensibilité, donc des analyses sensibilité univariées. On va changer la valeur du handicap du cancer du foie, donc le disability weight ou du traitement, ce qui va permettre en fait d'essayer de tester la robustesse du modèle en faisant de sorte que finalement favoriser l'efficacité parce qu'on suppose que le traitement va diminuer le nombre de cancers, et donc plus le cancer va avoir entre guillemets un poids important, avoir un fardeau important, plus l'intervention sera efficace. Pour le handicap du traitement,
C'est plutôt l'inverse parce que dans le modèle et dans le calcul, notamment des DALI, on considère qu'une personne qui est traitée par le tenofovir, donc le TDF dont je vous ai parlé, n'a pas de conséquences sur la qualité de vie. Voilà ce qui est dit assez clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la donnée. Donc on considère en fait que un traitement, qu'il soit utile ou inutile, n'a pas d'incidence sur la qualité de vie des personnes. Et c'est quelque chose qu'on avait envie de tester. Le but du traitement, c'est de freiner ou de diminuer l'incidence du cancer du foie. Et donc, on a aussi essayé de faire varier ce paramètre pour savoir si, quel est, entre guillemets, est-ce que le risque de développer un cancer du foie, notamment chez les non éligibles, change les résultats de notre modélisation. Pareil pour l'efficacité du traitement et l'adhésion au traitement, c'est-à-dire le nombre de perdus. Dans une deuxième série d'analyses multiples, on va en fait un peu challenger la performance de l'algorithme TreatB développé par Yusuke et son équipe. Et enfin, on a fait des analyses sensibilité probabilistes, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir des probabilités de transition qui sont déterministes, comme on l'avait fait originalement, on va faire une distribution de probabilité en utilisant des distributions bêta pour la probabilité, des distributions log normale pour les risques relatifs et une distribution gamma pour les coûts. Alors d'abord, donc la première étape, c'est de savoir est-ce que le modèle était valide. Donc nos cibles de calibration, c'était l'incidence de la cirrhose et du cancer du foie en fonction de l'âge. Donc vous avez ici en bleu avec l'intervalle de confiance en grisé et en rouge les données du modèle. Donc on était content, le modèle était bien considéré comme valide en ce qui concerne l'incidence de la cirrhose et du CHC. C'est quand même les outcomes qu'on va regarder. On a ensuite regardé en termes pratiques, parce que je pense que c'était assez parlant, donc c'était une idée aussi du Yusuke, de savoir finalement combien de personnes sont sous-traitées ou sont sous-traitées ou surtraitées, donc traitées en excès, pour les éligibles et les non éligibles. Donc déjà, on s'est assuré que lorsqu'on regarde sur un horizon de vie, combien de personnes étaient éligibles et non éligibles pour 100 000 personnes, et on avait un taux d'éligibilité qui correspond à la littérature de 14,2%, donc c'est autour de 15%. Et donc, vous voyez, dit différemment, l'impact des différentes stratégies. Si on considère que la stratégie EASL, qui est la première ligne, est parfaite, tous les non éligibles ne sont pas traités et tous les éligibles sont traités. C'est pour ça qu'on a 100% des inéligibles jamais traités et 100% des éligibles traités. Quand on considère tout en bas le treat all, c'est le contraire, entre guillemets, où pour les non éligibles, tout le monde est traité, que vous soyez éligible ou non éligible. Et l'OMS et TreatB, c'est un mélange, c'est entre les deux. Mais finalement, ce que l'on voit, c'est que quand on s'intéresse aux éligibles, il y a quand même presque 20% des personnes qui n'ont jamais été traitées, mais très peu avec TreatB. Voilà. Donc, on a l'impression quand même que, par exemple, TreatB arrive quand même assez bien à capturer, à identifier les éligibles et surtraite un peu moins que pour le treat all, mais un peu plus les non éligibles pour EASL. Quand on regarde ensuite l'incidence de la cirrhose compensée, la cirrhose décompensée et du cancer, et qu'on le compare avec l'histoire naturelle, donc ces données qui ont été calibrées, que je vous ai montrées, on voit finalement que l'effet en termes d'incidence est très modeste. Vous voyez, on passe donc tout est assez efficace par rapport à l'histoire naturelle, mais si on regarde l'OMS qui est la troisième ligne, vous voyez que l'incidence, elle se joue à 0,01 pour 1000 personnes années en termes de cirrhose, et qu'elle varie entre 0,74 et 0,77 pour la cirrhose décompensée et entre 1,98 et 2,45 pour le CHC. Et vous voyez peut-être déjà que pour la stratégie EASL qui est considérée comme gold standard, l'incidence du CHC, donc du cancer du foie, est plus élevée que le standard de soins, l'OMS. On va revenir dessus. Et enfin,
donc c'est les résultats principaux. Quand on regarde le tableau de coefficacité, donc je vais vous détailler ici, donc chaque ligne sont les algorithmes qu'on a voulu tester. Elles sont ordonnées par ordre croissant. D'accord, donc ça, c'est les 2 premières colonnes, les coûts. Donc, vous voyez que les coûts augmentent. Donc, on voit que Treatbee, en fait, coûte moins cher que l'OMS, notamment parce qu'il y a besoin de moins de prise de sang et de tests à faire que l'OMS, et donc qui est moins coûteux. Donc, on range les stratégies par ordre de coût croissant. Et on va regarder un premier outcome d'efficacité qui est les DALI. Donc, pour rappel, moins le chiffre est élevé, mieux c'est. Donc, plus il y a du DALI, plus il y a du handicap, plus il y a du fardeau, et moins c'est efficace. D'accord ? Donc, ce que vous voyez, c'est que l'OMS, qui est la référence, c'est 363 300 environ DALI. Et on va regarder les DALI évités, c'est-à-dire les années de handicap évitées. Le plus efficace reste le traitement pour tous, donc c'est la dernière ligne. Et Isol est moins efficace. Et Treatbee reste plus efficace, mais moins efficace que Treat-all. Et en termes d'ICER, donc l'OMS, c'est la référence. Treatbee, il y a une réduction des coûts, donc c'est cost saving. Et Treat-all, un ICER à environ 3500 $. La stratégie Isol, il n'y a pas de ICER parce que en fait, elle est moins efficace, donc elle ne peut pas être co-efficace. Donc ça, c'est quand même ce qu'il faut retenir aussi dans les analyses co-efficacées, c'est une stratégie qui est moins efficace, ne peut pas être co-efficace. Ces données sont confirmées lorsqu'on considère un deuxième outcome qui est les années de vie sauvées, avec un ICER qui est de 4000 ici, 104 $. Quand on regarde l'analyse d'impact budgétaire, alors l'analyse de l'impact budgétaire, c'est la somme que, on va dire, la Gambie devrait débourser sur les 5 prochaines années si ils veulent financer les différents algorithmes que l'on a considérés. Et donc, vous voyez que quand on regarde Isol, elle est plus coûteuse que WHO. Treat-all est plus coûteuse que WHO, donc la référence, et Treatbee est moins coûteuse. Donc, ça rejoint un peu ce que l'analyse de coût-efficacité montre. Et je vous ai mis les postes de dépenses. En gris, les coûts d'hospitalisation. En orange, les tests de laboratoire, donc c'est lorsqu'on fait les consultations. Et en bleu, le traitement. Donc, quand on regarde dans le détail, on comprend que Treat-all, qui est tout à droite, la majorité des dépenses concernent le traitement, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on traite tout le monde. Par rapport à Isol à gauche, où la majorité des dépenses, en fait, les tests de laboratoire. Dit autrement, ça veut dire, si on prend les deux extrêmes, Isol, c'est la stratégie en fait la plus conservatrice. On va faire très attention à bien sélectionner, on va faire attention à bien sélectionner les personnes qui seraient éligibles et donc on va dépenser pas mal d'argent pour les sélectionner et donc minimiser les dépenses du traitement. Au contraire de Treat-all, qui lui plutôt, on va surtout traiter tout le monde et on va minimiser les coûts du test de laboratoire. Alors là, c'est les analyses de sensibilité univariées et avec en abscisse l'ICER, et vous voyez en fait que ça reste très supérieur en fait à notre seuil d'efficacité, que je rappelle, qui était autour de 350 $. Ici, on a fait aussi la même étude de coût-efficacité en changeant l'éligibilité du cancer du foie. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, les personnes qui ne sont pas éligibles sur notre gold standard Isol, on sait qu'ils développent quand même un cancer du foie. Et ça explique pourquoi le fait de surtraiter des gens non éligibles a une certaine efficacité, parce qu'il y a des personnes non éligibles qui peuvent développer un cancer du foie et le traiter le diminue. Donc, lorsque l'on challenge un peu cette assumption, on voit en fait que Isol devient co-efficace et Treat-all devient plus efficace, mais reste pas co-efficace. Pareil en année de vie sauvée, donc je vais avancer un petit peu. Ici, je pense que c'est un des résultats les importants, c'est
on a voulu aussi challenger cette supposition assez forte qui est que prendre un traitement alors même qu'on n'en a pas besoin ne change pas votre qualité de vie. Et ce que l'on voit, c'est que les résultats sont très sensibles à cette hypothèse. Surtout du coup le scénario de traitement universel en jaune. Et dès qu'on augmente un petit peu de 0 à 0,025, la stratégie du traitement universel devient rapidement celle qui a le plus grand nombre de DALI, donc celle avec le plus grand fardeau, et donc finalement moins efficace comparée à la stratégie de l'OMS qui est en gris. Ça, je peux passer. Donc ça, c'était les différents seuils de TRIBI pour dire qu'en fait, le TRIBI avec un seuil supérieur à 3, qui est la première ligne, ou seuil supérieur à 1, faire la deuxième ligne, ne font pas mieux que le seuil. Donc le choix d'éligibilité par TRIBI tel que fait dans le CNO est le meilleur. Hop. Donc ça, je passe aux analyses sensibilité de probabilité. Donc, pour rappel, c'est lorsque l'on change à la place d'une valeur une distribution de valeurs. Donc ça, c'est un plan de coût-efficacité avec en abscisse le coût et en ordonnée, pardon, en abscisse l'efficacité et en ordonnée le coût avec 4 cadrans. À gauche, vous avez les DALI et à droite, vous avez les vies sauvées. Le cadran en haut à gauche, ce sont les stratégies qui sont moins efficaces, donc parce qu'on est à gauche, et qui sont plus coûteuses. En haut à droite, c'est plus efficace et plus coûteux. Et en bas à droite, c'est plus efficace et c'est moins coûteux. Et ça, et les ronds sont la moyenne. Et les cercles en pointillés, ça représente, je crois, 90% des valeurs. Donc, pour les analyses de sensibilité, les analyses probabilité sans les PSA, les analyses de probabilité de sens probabilistique, on va dire, on a fait 500 simulations, donc 500 fois le modèle, avec 500 valeurs différentes issues de ces densités de probabilité. Et on retrouve en tout cas les résultats principaux, qui est que Isol est globalement moins efficace, donc elle est à gauche du diagramme. Treat All est plus efficace, donc c'est celui qui est le plus à droite et le plus coûteux, donc qui est en haut à gauche. Et Treat All reste plus efficace, donc il est à droite, mais moins coûteux, donc il est dans la partie inférieure du cadran. Lorsqu'on regarde ensuite ce fameux seuil de coût-efficacité, donc on va essayer de faire varier ce qu'on appelle la willingness to pay, donc c'est la propension à payer une stratégie, donc avec qui est en fait le seuil de coût-efficacité, et quelle est la probabilité que la stratégie soit préférable. Donc en bleu, vous avez Treat B, en vert, vous avez le Treat All, et en rouge, vous avez Isol. Et vous voyez en fait que plus on va sur la droite, c'est-à-dire que plus on est prêt à payer de l'argent pour la stratégie la plus efficace, et plus on va opter pour Treat All. Ce qui veut dire en fait que là où ça se croise, donc autour de 45 000 pour DALI à droite, ou de 65 000, 70 000 pour les Years of Life Saved, lorsqu'on est prêt à payer un certain prix, la stratégie Treat All devient co-efficace, devient quelque chose que l'on peut s'offrir, entre guillemets, ou on peut opter. Et ça correspond finalement aux données de la littérature des pays développés qui ont un seuil d'acceptabilité beaucoup plus élevé que celui de la Gambie. Donc ça confirme un peu aussi, ça met en accord avec les données de la littérature. Donc, pour finir, et la discussion de ce papier, c'est est-ce que finalement le traitement universel est envisageable dans un contexte d'un pays en voie de développement en Gambie? Donc, c'est le premier modèle à notre connaissance qui a essayé de répondre à cette question dans un contexte de pays à ressources limitées. On confirme les données épidémiologiques et des autres modèles que le traitement universel, ça reste l'option qui est la plus efficace pour prévenir les complications de l'hépatite B, mais elle n'est pas coût-efficace, même en utilisant différents seuils. Il y a même beaucoup d'incertitudes dans l'estimation des paramètres. Donc, je vous l'ai montré notamment sur les analyses de probabilité d'analyse des PSA,
analyse de sensibilité probabiliste, avec un problème d'acceptabilité, avec ce graphique où je vous ai montré que si on commence à considérer que prendre un traitement pour rien entraîne une diminution de la qualité de vie, ben, la stratégie de traitement pour tous devient difficilement acceptable et devient même pas efficace, pas par l'OMS. Et évidemment, un problème d'implémentation. Ce qu'on suggère aussi, c'est qu'un algorithme simplifié pourrait permettre de réduire les coûts et d'être plus efficace que celui de l'OMS. Donc, le modèle, il a des limites. Nous n'avons pas modélisé la transmission, en particulier verticale, notamment la transmission de la grossesse. Certains paramètres sont tirés de cohortes non africaines, parce qu'il n'y a pas de données sur le contexte spécifiquement gambien. Et nous n'avons pas modélisé les prestations de soins, c'est-à-dire ce qu'on a dans le VIH, on appelle la cascade de soins, parce que donner le traitement à tous, ça suppose toute une chaîne logistique pour le faire. Donc en perspective, il y a l'amélioration de l'estimation des paramètres, pour essayer de répondre à cette limite sur les paramètres d'histoire naturelle. Peut-être incorporer le modèle de transmission qui augmenterait l'efficacité finalement globale d'une stratégie treat-all, mais qui n'était pas dans le scope de notre modèle, et l'adapter à d'autres situations épidémiologiques. Donc je remercie mes co-auteurs et notamment Yusuke. Maud qui a coordonné les cours Prolifica et Zach qui m'a aidé dans la modélisation. Je vous remercie et je suis vraiment désolé pour les typos parce qu'au début j'ai fait mes slides en anglais et j'ai oublié de traduire de façon pas forcément très heureuse. Et je suis ravi de prendre vos questions. Vas-y, Simon. Je me lance du coup. Merci beaucoup, Liam. Je voulais, c'était un peu une question de curiosité. Tu as parlé du fardeau de prise de traitement tous les jours et il y avait un chiffre en bas. Comment est-ce que c'est évalué? J'ai vu qu'il y avait 0,05 quelque part. Est-ce que c'est intégré dans les DALI? Enfin, comment on évalue oui, ça? En fait, il n'y a pas la donnée exact. En fait, quand tu essaies d'établir ça s'appelle l'Urban Burden of Disease, il y a un tableau qui dit bon bah pour chaque situation clinique, quel est votre impact sur votre qualité de vie. 0, aucun impact. 1, un impact, vous êtes mort, quoi. Et donc, dans tous les papiers de coût-efficacité, et même quand on regarde pour le VIH, parce que c'est un médicament qui est utilisé dans le VIH, on considère finalement que la prise de traitement n'a aucun impact sur ta qualité de vie. Et nous, on a considéré que c'était quand même une hypothèse très forte et qui devient en fait extrêmement critique lorsque tu considères un traitement universel. C'est-à-dire que finalement, à ce moment-là, c'est sûr que prendre un traitement pour un traitement n'a aucun handicap, c'est que il n'y a que des bénéfices, il n'y a aucun risque. Et que compte tenu de la magnitude d'une stratégie de treat-all, le fait de mettre un tout petit handicap qui est de 0,025 change complètement. Et ensuite, quand on regarde finalement à quoi correspond ce chiffre par ailleurs dans ce tableau du Global Burden of Disease, ça correspond à des situations qui correspondent à une prise de traitement, c'est-à-dire quelques symptômes, une petite fatigue et peut-être une anxiété, quoi. Voilà. Ok, ça marche, merci. Alors moi j'ai une question qui est un peu liée, Liam. Bonjour, c'est Kevin. Salut, Kevin. Sur ces questions justement de traitement à vie notamment, est-ce que dans cette qualité de vie est pris en compte le fait que il y a toute une sorte d'approvisionnement à assurer pour un patient dans la perspective d'un traitement à vie, ce qui veut dire des rendez-vous médicaux pour refournir les stocks de médicaments, donc des déplacements, et donc aussi un système de santé qui est capable d'absorber ça. Est-ce que ça et à l'inverse, avec un traitement de longue durée, l'exemple du VIH montre qu'on a des gens qui le prennent moins bien et que ça peut entraîner d'autres problèmes, notamment de résistance. Ouais. Est-ce que sur le, voilà, donc deux questions. Est-ce que là,
Ouais, voilà, tu as compris le début. Non, j'ai compris. Donc, c'est une limite de notre modèle. Hein. On n'a pas modélisé ce que j'ai dit, la cascade de soins. Donc, on n'a pas fait un modèle comme j'avais fait par exemple pour ma thèse où est-ce que les gens sont diagnostiqués, est-ce qu'ils se représentent pour se présenter, ils sont perdus de vue, etc. Donc, nous, on a considéré, finalement, on était très optimiste sur la capacité. On a considéré que à partir du moment où on décide de traiter tout le monde a le traitement. En termes de delivery, quoi, de mise à disposition du médicament. Et on n'a pas non plus considéré dans les coûts tout ce que tu dis, les logistiques, l'approvisionnement. Donc on a vraiment ça. Finalement, notre modèle, il favorise pas mal le treat all en termes de ce sens-là. Après, ce qu'on a essayé de voir sur le traitement chronique, les perdus de vue, on a regardé des données de vie réelles en Afrique qui étaient plutôt bonnes. Donc, on a 73%, on va dire, de personnes qui continuent le traitement à long terme. Et par contre, sur l'avantage de l'hépatite B par rapport au VIH, c'est qu'il y a très peu de résistance. Il n'y a même pas, à ma connaissance, décrite. Donc, tu peux arrêter et reprendre sans risque d'échappement, de mutation, etc. Ok, merci. Et juste une autre question peut-être sur les premières slides que tu as montrées, qui me parlaient de la sensibilité à la spécificité de, je ne sais plus comment il s'appelle, le TreatB Ouais. versus Tritol ou je ne sais Ouais. quoi. Est-ce qu'on avait déjà des évaluations de sensibilité? Parce que, en fait, du coup, ça montre que a priori, TreatB, c'est mieux que l'OMS. Et ça, Oui. on le savait déjà ou c'est nouveau? Je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas si Yusuke, tu veux répondre sur TreatB, mais en gros, vas-y Yusuke. Oui, merci beaucoup Simon. Donc oui, donc on a fait cette évaluation, on a développé TreatB et ça a été étudié, je pense que maintenant une dizaine d'études. Donc les études montrent que c'est mieux que l'OMS parce que l'OMS, critique de l'OMS 2015, c'était simplement basé sur l'opinion d'experts. Et donc, ce n'était pas du tout bon critère. Donc, c'est pour ça que cette année, on a revu les critères. Donc, les nouvelles lignes directrices vont sortir d'ici un mois avec basé sur nos revues systématiques, etc. Et donc, mais après, le problème de tous ces travaux, c'est que nous, on a comparé avec le critère européen. Donc, sensibilité, spécificité par rapport au critère européen qui est considéré comme le standard. Mais après, est-ce que ce critère s'est bien adapté dans le contexte de l'histoire naturelle de l'hépatite B en Afrique subsaharienne? On ne sait rien, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de données de l'histoire naturelle. Et aussi, on n'aura plus de ce type de données parce que de toute façon, les gens qui deviennent éligibles pour le traitement, selon les critères du Nord, ils vont être mis sous traitement pour la raison éthique, bien sûr. Donc, on ne peut plus observer les données d'histoire naturelle. Donc, si c'est justifiable d'appliquer les critères européens, etc., on ne sait pas du tout. Donc, c'est ça qui est aussi la limitation de, je pense, que ce genre de travail. Et après, en faisant des cohortes de suivi sous TreatB ou quel que soit le truc, on peut voir aussi les ratés. On peut estimer un peu le risque de rater, quoi, de ne pas traiter des gens qui vont et essayer de quantifier un peu le risque de CHC ou de cirrhose chez les gens non éligibles, quoi. Voilà, donc ça, on est en train d'évaluer justement en Gambie, donc il y a des données longitudinales. Donc parmi ceux qui étaient inéligibles, qu'est-ce qui sont passés après? Donc ça, on est en train d'analyser, oui. D'accord, ok. C'est sûr que quand on a voulu modéliser l'histoire naturelle de l'hépatite B, il y avait plein de questions qui n'avaient pas de réponse. C'est-à-dire, on sait que les inéligibles, ils ont un CHC, mais quelle est vraiment l'incidence? Les inéligibles qui sont traités par erreur, est-ce qu'ils ont moins d'incidence que les éligibles? Donc, il y a quand même pas mal d'hypothèses qu'on a dû faire. Après, ce qui est assez rassurant peut-être pour convaincre les convaincus du treat all, c'est que treat B est très sensible par rapport à... Oui, c'est ça. Voilà, donc on se dit, au moins on n'en rate pas, quoi. Et alors on en surtraite peut-être un peu par rapport à ISL, mais ouais, c'est pas... En fait, je pense que c'est un retour de balancier où en fait, ISL, c'était quand même fait initialement où le seul traitement pour l'hépatite B, c'était l'interféron, des traitements très très toxiques, pas très très efficaces. Et donc on disait, oh là là, on va vraiment sélectionner les gens
pour leur donner le traitement pour être sûr que c'est vraiment utile. Après arriver les inhibiteurs nucléosidiques, donc le TDF, on dit alors maintenant on a un effet de traitement qui est vachement bien toléré. Bon, il est à vie, mais il est très bien toléré. Et on sait aussi maintenant que tout le monde, entre guillemets, peut développer un cancer. Et donc on allait vraiment de l'autre côté. On a dit bon bah il faut pas se prendre la tête pour savoir qui a besoin. Il faut traiter tout le monde. Et l'explication de l'efficacité du treat all versus ISOL, c'est justement sur ces non éligibles ISOL qui bénéficient d'un traitement. Mais il faut traiter quand même beaucoup de personnes pour éviter un CHC. Donc TreatB, c'est un peu un bon compromis en disant on va quand même bien identifier les gens éligibles ISOL. On va surtraiter un peu les non éligibles et donc on va un peu en choper ceux qui développeraient un cancer, quoi. Ok. Et la prolongation, en fait, pourquoi c'était l'idée de Yusuke, c'est que très bien, on a montré que c'était sensible et spécifique, mais en termes d'outcome, en termes de cirrhose, en termes de HCC, qu'est-ce que ça donnait, quoi. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Et on n'a pas encore les données en vie réelle, donc on Voilà. est content C'est d'avoir ça. au moins des simulations avant d'avoir les données, quoi. Oui. Parce que les données de vie réelle, il y a un truc éthique, et puis il faudra attendre plusieurs dizaines Des décennies, d'années et des ouais. décennies et inclure beaucoup de personnes pour le montrer. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que tout le monde est parti. Je Ah oui. vois plus Laura et je crois que Judith est là, mais plus là en Ok. fait. Donc, il y a nous, donc merci. De Ah rien. Julie qui pose une question. Oui. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on a encore un petit peu le temps, mais j'avais juste une petite question. Vous aviez parlé tout au début de votre présentation des études de cost effectiveness, notamment dans les pays du Nord. Oui. Et donc, je voulais savoir ce que vous aviez comparé, parce que du coup, dans les pays du Nord, on est basé que sur les critères de l'ESEL. Donc, Oui. vous avez comparé quoi? Est-ce que c'est la façon de dépister peut-être les gens pour trouver l'hépatite B? Et vous avez comparé en fonction de qui vous avez dépisté vous avez comparé quel groupe et quel groupe en fait pour le cost effectiveness? Alors oui, bah, c'est une très bonne question. Donc en fait, c'est pas nous qui on le fait, donc c'est vraiment les données de littérature. Mais tu as raison, en fait, dans les pays. Alors, moi, il y a surtout deux papiers en tête. Il y a un papier américain, un papier saoudien. Je commençais par le papier saoudien parce que c'est plus simple. Eux, leur base case, c'est ce qui est fait actuellement. En gros, donc donc il y a une certaine. Ils n'ont pas pris comme référence ISOL, ils ont fait juste le status quo. Pour le papier américain, il me semble que c'était pareil en fait. Donc ils ont vraiment regardé des données de vie réelle. Ils disaient bon bah si on traitait tout le monde, voilà ce qui se passait. Et pareil, en ne prenant pas en compte le problème de comment on fait pour amener le traitement pour tous. Voilà, donc ça c'est un des problèmes, en tout cas des choses qu'il faut regarder dans le coefficacité, c'est effectivement par rapport à quoi on compare. Et je pense que si on avait comparé vis-à-vis d'une politique ISOL, c'est-à-dire est-ce que tout le monde respecte bien, ça aurait donné des résultats différents. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Et donc, oui, donc le papier a été accepté dans Lancet Global Health. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et je pense qu'on pourra vous faire circuler le papier. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en détail. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.